Je voudrais vous saluer et insister sur le fait que j'ai tenu personnellement à présider ce comité RH compte tenu de son importance et de l'impact que les échanges que nous allons avoir aujourd'hui vont avoir sur nos vies à tous, la vie de chacun des collaborateurs. Donc, comme vous le savez, nous avions depuis 2016-2017 engagé un vaste programme qui visait essentiellement à la mise en place d'un profil de carrière au niveau de Kipux Afrique, tenant compte du fait que nous étions en phase de transition de 2014 à 2015-2016, en passant donc des anciennes structures à la nouvelle structure qui se mettait en place. Et nous avions sollicité l'autorisation du conseil d'administration pour donc travailler sur notamment une nouvelle organisation et un nouvel organigramme. Donc en 2018, il y a eu un certain nombre d'acquis issus donc des discussions avec les différentes parties prenantes. Je pense que tout à l'heure, M. Janvier pourra revenir en détail sur les conclusions de ces échanges. Et en 2019-2020, nous avons engagé la mise en place des KPI, donc des indicateurs de performance de façon générale au niveau de l'entreprise, avec vraiment un élément important tourné vers les équipes et vers notre capital humain. L'objectif de la mise en place de ces critères d'évaluation de performance était essentiellement de permettre qu'en relation avec le profil de carrière les plus méritants, les plus assidus, les plus engagés au niveau du travail puissent être récompensés de façon transparente, sans équivoque, sur des critères acceptés de tous, et que les personnes moins méritantes et donc qui ne se mettaient pas dans la vision effectivement de faire avancer les choses ne reçoivent pas de récompense. Et que en faisant cela, on arrive progressivement à tirer vers le haut donc les personnes qui traînaient un peu le pas, qui s'illustraient par l'absentéisme, qui étaient démotivées, etc., etc. Donc sur ce, nous avons structuré un travail, mis en place une équipe, fait appel à un consultant extérieur qui a eu donc cette approche participative-là, de travailler avec l'ensemble des parties. Et aujourd'hui, nous avons des critères d'évaluation des performances qui sont, je pense, transparents, qui permettent à chacun de s'exprimer et d'avoir en retour les récompenses ou le juste retour par rapport à l'effort qui a été donné. Donc sur ce point-là, je pense que je ne sais pas si le consultant est là. Voilà, bonjour. Donc le consultant est là. Il va faire une présentation en relation avec Oscar Ueri là-dessus pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Je sais que vous avez déjà discuté là-dessus, il y a eu des points d'accord là-dessus. Donc entre les deux, il y a eu donc une nouvelle réorganisation en tenant compte de l'extension du périmètre de la convention avec la mise en place de 3 divisions. Donc qui sont SGI, CGIM et CGI Parc, avec notamment les anciennes directions en support.
Donc, ça a augmenté le nombre de personnes au niveau du comité de direction. Mais surtout, ça permet d'ouvrir de nouveaux profils, de donner la possibilité à de nouvelles personnes d'accéder à plus de responsabilités au niveau de l'entreprise. Donc, ce sera aussi l'occasion pour nous de faire un petit bilan de cette réorganisation-là. Tout a été dit. Nous allons essayer de marquer tout ce que M. le directeur général vient de dire par l'arbre du temps, qui a retracé toutes les étapes et les perspectives qui ont abouti au travail que nous avons fait. En introduction, nous sommes partis sur la base de certaines missions. Nous avons plusieurs missions à travers notre convention. La première et la dernière qui a été signée en novembre 2020. Mais nous avons pris quelques missions pour essayer de rentrer dans l'introduction, exécuter. Quelles sont ces missions que nous avons choisies là? Exécuter conformément à la convention au cahier des charges et à ses annexes, l'objet contractuel, mettre en place la plateforme technologie nécessaire au bon fonctionnement du système, apporter une assistance technique et juridique à l'État dans la structuration et la conception d'une réforme des organisations, mettre en place un système de sauvegarde et d'externalisation fiable selon les conditions de l'offre technique, apporter assistance technique et juridique à l'État dans le cadre d'une réforme à la régulation de certaines institutions de la circulation et du transport aux entités publiques, mettre en place la plateforme technologique nécessaire pour le bon fonctionnement du système, assurer, affiner et actualiser la mise à jour des bases de données remises. Alors, Oscar, continue. Le rappel de ces différentes missions nous permet de rentrer dans l'introduction. Pour accomplir les missions citées plus haut, l'État de Côte d'Ivoire a fait obligation à Equipush Afrique, à l'article 9 de la nouvelle convention des concessions, de disposer des ressources humaines ainsi que de moyens techniques et nécessaires et suffisants à la réalisation sans interruption des services concédés. Une telle obligation, qui sonne comme un défi, pousse notre entreprise à se doter non seulement des moyens humains répondant aux compétences et qualifications spécifiques adaptées à ses objectifs, mais aussi à œuvrer pour la capitalisation, la capitalisation de ces importants moyens humains pour se hisser au diapason des grandes organisations à travers le monde entier. Pour entrer dans ce nouvel environnement, le directeur général nous a instruit à l'effet de mettre en place, le 4 avril 2018, un comité RH qui devait avoir pour mission essentielle de faire des propositions et recommandations relatives au profil de carrière et de siéger pour l'évaluation des performances du personnel. Alors, la ligne de temps qui est là retrace les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour arriver à l'évaluation des performances aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le 4 avril 2018, il y a eu la mise en place du comité RH. Le 11 avril 2018, première réunion. 16 avril, deuxième réunion. 25 juillet 2018, troisième. 4 mars 2019, quatrième réunion. Cinquième réunion le 25 juillet 2019. La convention a été renouvelée le 20 novembre 2020. De janvier à décembre 2021, mise en place d'un nouvel organigramme et nomination. Février 2022, fixation des primes par niveau organisationnel et rédaction des avenants du contrat de travail. Où chaque fois, je rappelle les missions et les objets de chaque réunion. Allons-y. Ici, nous allons rappeler les règles établies. Les règles établies étaient lesquelles? Nous nous souvenons tous que lors du passage du DRH Group en Côte d'Ivoire ici, la direction générale lui avait demandé de rencontrer aussi bien les représentants du personnel que le personnel lui-même pour essayer de déterminer les nouvelles règles. Nous avons fait ça à l'hôtel Bellecote. C'est la suite de ce travail-là que le comité RH, avec les représentants du personnel, ont fait. Allons-y. Lors de la première réunion du 11 avril 2018, nous sommes attelés à mettre en place le niveau organisationnel sur la base de ce qu'on avait déjà déterminé.
Avant, il y avait des appellations telles que superviseur, patinador, coordonnateur. Il y avait des appellations, différentes appellations avec une évolution qui n'était pas vraiment bien déterminée. Nous sommes partis sur la base de la convention de 1977, convention professionnelle, et aussi du Code du travail, de ce que ces deux documents légaux nous disent, et nous avons déterminé. Le niveau organisationnel, c'est une détermination de l'entreprise elle-même. La classification, c'est sur la base de ce qui se trouve aussi dans la convention professionnelle, le niveau de formation, les catégories professionnelles et bon, le salaire catégoriel minimum. On n'a pas voulu le déterminer ici parce qu'il va intervenir un peu plus tard dans notre progression. À Kipus Afrique, on a le niveau agent. Ce sont nos guides, ce sont nos chauffeurs. Alors, j'ai mis moins bac et bac parce que le chauffeur, par exemple, il n'a pour diplôme que son permis. Ce n'est pas le bac, mais c'est un diplôme. Alors, on va jusqu'au niveau, jusqu'au bac, ou le niveau organisationnel agent. Catégorie professionnelle, dans la classification, dans l'annexe de la convention collective de 1977, cette classification concernant le secteur du commerce, des professions libérales et choses, nous partons de 1B jusqu'à 11. Chez nous ici, le niveau organisationnel agent, la catégorie professionnelle 1A, 1B. Comme je l'ai dit, le salaire catégorie minimum, il est aussi déterminé par ces documents-là, mais nous n'avons pas voulu le mettre ici. Il interviendra plus tard. Opérateur de saisie ou alors l'équivalent dans les autres directions. Bac plus 2, 7A jusqu'à 7B. Assistant des opérations et équivalent dans les autres directions. Bac plus 3, 8A jusqu'à 8B. Le chef des opérations et équivalent dans les autres directions, Bac plus 3, ça peut aller jusqu'à Bac plus 4, 8C. À partir de ce moment-là, nous rentrons dans la classification, si on se réfère à la classification ici, le 8C, il est déjà un cadre. Responsable, Bac plus 4, 9A jusqu'à 9B. Directeur et manager, Bac plus 4 ou alors plus, 10A jusqu'à 10C. Et le directeur général, j'ai mis SA chose à directeur général, c'est 11. 11, ça c'est dans notre classification, dans l'annexe à la convention collective de 77, 11, ça c'est le point final. Quand tu as 11, tu es à la fin. Bon, le 11, généralement, c'est le conseil d'administration qui l'attribue au directeur général. Nous n'avons pas cette prétention-là. Nous, on s'attelle à faire un travail concernant les autres niveaux. Alors, les conditions à remplir. On a déterminé à partir du 16 avril le 25 juillet 2018 les conditions à remplir. C'est vrai, il y a d'autres conditions annexes, mais les conditions essentielles retenues lors de ces différentes réunions-là, il y a l'évolution liée à l'évaluation du travailleur, avoir été bon lors d'évaluations successives, promotion exceptionnelle du directeur général. Le directeur général qui a un pouvoir discrétionnaire peut prendre son stylo pour nommer quelqu'un quand il veut et à n'importe quel moment. Le pouvoir, c'est ce que j'ai dit là. Appel à candidature pour un poste vacant. Il faudrait remplir les conditions des diplômes et des formations. Quand tu remplis ces conditions-là, c'est la promotion. Alors, on ne revient pas sur les détails. Peut-être que lors des questions ou alors lors des préoccupations, on pourra revenir sur ces détails-là. Mais parce que si on voulait revenir sur les détails de tout ce qu'on s'est dit lors des réunions, ça va prendre du temps. Progresse. Alors, l'adéquation profil des carrières, salaire. Lors de la réunion
des réunions du 14 mars et celle du 14 mars 25 juillet 2019, nous avons mis en place une grille des salaires. Nous avons auparavant travaillé sur cette grille des salaires qu'on a présentée en comité RH. Ça fait l'objet de 2 réunions parce que la question était vraiment importante et c'est cette grille des salaires-là qui se présente de cette façon. Voilà. On est parti du plus petit salaire de l'entreprise jusqu'à ce salaire-là qui n'est pas le dernier salaire de l'entreprise, ça peut continuer. C'est ce qui est donné ici. On a déterminé l'indice général et puis l'indice moyen. L'indice général, pour faire tout ce travail-là, l'indice général, on prend le plus petit salaire qui est là-bas. Tu prends le plus petit salaire, tu le divises par le nombre d'échelons, par le nombre de cases d'échelons. Tu trouves l'indice moyen et l'évolution, c'est sur la base de l'indice moyen. Il y a 146 000 francs, quand tu passes à l'autre, tu retrouves les 146 000 plus sur l'indice moyen et c'est comme ça qu'on a déterminé tout ce qui est là. La grille salariale permet de mettre en adéquation le profil des carrières et les niveaux des salaires que ce profil fait apparaître. Elle comporte le grade, les échelons et les indices qui situent l'emplacement financier du grade et de l'échelon. Elle part du plus petit salaire du niveau organisationnel au plus élevé. Elle constitue une référence indicative pour le top management. Au total, il existe 60 champs différents et chacun d'entre eux a une certaine fourchette de salaire. Les travailleurs s'insèrent dans la grille salariale en passant d'un grade à un autre. Les échelons conduisent cette évolution et l'indice salarial permettra aux travailleurs de se situer financièrement dans la grille. Mais comme nous l'avons signifié plus haut, tout s'est fait dans le respect d'une série de conditions, notamment l'évaluation des performances, la vacance de pouvoir et enfin la nomination. Alors, quand on a déterminé tout ça et qu'on a dit que pour passer d'un niveau à un autre, il faut remplir certaines conditions, je voudrais aussi que pour que les personnes, sinon pour que les différents niveaux organisationnels puissent être vraiment en adéquation avec tout ce qu'on a dit là-bas, il faut former. Et le directeur général nous avait instruit à l'effet de mettre en place Kipus Academy. Kipus Academy parce que nous sommes tous rentrés à Kipus, on n'a pas les mêmes diplômes, il y en a qui sont même rentrés sans diplôme, mais qui ont un certain niveau, qui ont une certaine expérience. Ceux aussi qui ont les diplômes, qui occupent les postes, il faut quand même les former pour que, en passant d'un niveau à un autre, que nous soyons en adéquation avec ce que l'entreprise veut. Vas-y, Oscar. Alors, les réunions des 14 mars et 25 juillet, on avait épilogué sur ça. Notre politique de formation a pour socle l'excellence. Elle s'appuie sur les prescriptions légales édictées par le législateur ivoirien à travers l'article 13.24 de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail qui dispose que l'employeur est en droit d'exiger du personnel en fonction qu'ils suivent des cours de formation et de perfectionnement personnel qui nécessitent l'exercice de son emploi et l'adaptation à l'évolution économique et technologique. Pour coller à cette réalité, la Direction générale a instruit le comité RH de mettre en place une politique de formation qui s'appuie sur les points suivants. Relier le plan de développement des compétences à la stratégie de l'entreprise. Cadrer le recueil des besoins et mener les arbitrages. Fournir aux opérationnels un outil de management et de communication. On progresse. Au regard des 3 points évoqués plus haut, la Direction générale a demandé la mise en place de Kipus Academy qui devait permettre de faire des formations en présentiel et aussi en ligne, le e-learning avec un programme en ligne. Les enjeux étant les suivants. Optimiser le temps consacré à la formation en diminuant
la contrainte de l'apprenant. Ça entraîne l'amélioration continue de la performance du travailleur selon le haut standard de qualité. Le développement professionnel du travailleur pendant son parcours dans l'entreprise. Ça entraîne la définition transparente des plans de carrière. En somme, notre politique de formation est liée au changement stratégique que l'entreprise adopte pour permettre à son personnel d'être évalué et d'être au diapason des personnels des autres entreprises. Continue. Alors, le programme de Kipus Academy est composé de modules de formation dont les contenus sont directement liés aux activités de l'entreprise, par poste et par département, la vision stratégique de l'entreprise. Chaque travailleur a un code d'accès pour s'inscrire. Les modules sont disponibles sur la plateforme. La formation sera sanctionnée au besoin par un certificat interne. Pour conforter cette politique, Kipus Academy a eu le 24 avril 2019 sa première habilitation auprès du FTFP. Cette habilitation a été renouvelée le 24 mai 2021. En plus de ces habilitations, Kipus Afrique a noué pour le compte de Kipus Academy des partenariats, soit pour se voir aider pour la mise en place renforcée de ces structures, des structures de Kipus Academy, partenariat avec IFG, soit pour les échanges dans le cadre d'interconnectivité d'activités ESATIC et ISTC. Pour rester collé à la politique de qualité dans laquelle notre entreprise est engagée, nous avons élaboré une charte de la qualité que j'ai là. Je pourrais présenter ça pour progresser. L'adéquation au profil des carrières, organigramme. Alors, nous sommes partis sur la base de deux questions. Au constat de ce qui ressort, nous pouvons noter que notre entreprise, depuis sa création et surtout à partir de 2018, ambitionne de se hisser à la hauteur des grandes entreprises en se donnant les grands moyens pour le développement de son capital humain. Vu cette grande ambition, devrait-elle conserver en l'état son ancien organigramme? Deuxième question, la nouvelle donnée. La problématique posée en sus a été doublée par le renouvellement de notre convention de concession avec l'État de Côte d'Ivoire en novembre 2020. Dans cette nouvelle concession, l'État, par la confiance placée en notre entreprise, a augmenté nos activités. Fallait-il rester dans les liens de la forme pyramidale de l'ancien organigramme? Progresse. Voici l'ancien organigramme. La forme pyramidale et les conséquences que ça entraîne. Il faut progresser. Alors, après la signature de la première convention de concession, l'entreprise a adopté un organigramme de type pyramidal. Cette forme d'organisation est dominée par le principe du commandement en chaîne. Certaines des conséquences engendrées sont les suivantes. La problématique de la communication interservice, l'absence de fluidité de la communication, l'information à échanger n'est pas disponible formellement, clairement et périodiquement. Ça entraîne, malgré la mise en place d'outils tels que les rapports mensuels, les choses QITS, les indicateurs de qualité, les KPI et bien d'autres outils, l'information tarde à atteindre sa cible à temps et au moment indiqué pour l'amélioration et la qualité des services. La problématique de la communication sommet collaborateurs. Il existait des peines par rapport à l'arrivée de l'information doublée de la compréhension de celle-ci par les collaborateurs. Malgré l'existence des canaux de communication tels que les emails, les réseaux sociaux, les tableaux d'affichage, les réunions périodiques tenues et bien d'autres voies de communication obliques, c'est-à-dire du sommet à la base. Les collaborateurs sont obligés de remonter la chaîne pour plus d'explications et l'information reçue. Progresse. Alors, il y avait le problème de la performance aussi qui se posait. Au problème d'efficacité de la communication aussi dessus décrit. S'ajoute un manque de performance des collaborateurs. Ici, il se décline de la façon suivante. La performance des collaborateurs stagne en général. L'exemple palpable réside dans la quantité de formalités effectuées par jour. On a pris l'exemple des opérations par jour par les opérateurs. Ces formalités sont pour la plupart au bas de la performance attendue et ce phénomène est continu. Pour corriger un tel état de fait, qui est une entrave aux objectifs de l'entreprise, il était souhaitable et convenable que la signature de la nouvelle convention soit l'occasion de redynamiser le travail du SGI. Il s'agit à travers ce redimensionnement de faire une juste répartition du personnel entre le SGI et la
face à ces différents problèmes soulevés, quel type d'organigramme fallait-il adopter à même d'épouser toutes les aspirations de l'entreprise? C'est la forme divisionnaire que nous avons adoptée qui répond à nos aspirations. Pourquoi? On va sur l'autre slide. Alors, l'avantage, ici, il y a trois formes, trois formes de choses. Il y a le contrôle, il y a le support et puis les managers. Caractéristiques de l'organigramme, une des compartimentations de la structure de commandement, les divisions rendent compte directement au CODIR et à la direction générale, gestion financière autonome des divisions, et ça entraîne une circulation fluide de l'information aussi bien en oblique qu'en horizontal, communication base sommet facilitée par l'accès direct à son chef, détermination d'un profil de carrière piloté par les managers eux-mêmes, motivation et implication des collaborateurs. Descends sur l'autre slide. Alors, tout cela aboutit au travail avec la mise en place du nouvel organigramme. Monsieur le directeur général a bien voulu procéder, comme je l'ai dit sur l'arbre du temps là-bas, j'ai dit qu'on a abouti aux nominations et on a fixé des primes. J'ai déterminé les niveaux, l'autre côté là-bas. Le niveau organisationnel, les 7 niveaux organisationnels sont là. La classification, agent de maîtrise cadre pour les chefs, cadre aussi pour les responsables, tout ça. L'effectif des nommés actuels, nous sommes à 116. Les différentes catégories, je vous les avais rappelées tout à l'heure. Les primes fixées par niveau organisationnel, aujourd'hui les assistants ont une prime annuelle, j'ai dit annuelle, une prime mensuelle de 150 000 francs. Les chefs, 250 000 francs. Les responsables, 150 000 francs. Alors quand on cumule ça, ça fait 550 000. Mais le global de tout cela, aujourd'hui nous sommes à 20 050 000 francs en net. Ce n'est pas... Ça c'est en net. Lorsque les financiers sont là, lorsqu'on répercute, on voit que l'entreprise a fait vraiment un effort. Ces primes fixées sont liées à un travail que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Ayua et monsieur Oscar ont fait, à savoir l'évaluation des performances. On a déterminé en haut là-bas l'avancée dans le profil des carrières. L'une des conséquences, c'est là en fixant les primes, comment ça va se passer. Donc, je pense que je vais donner la parole à Oscar, qui va finir par donner aussi le micro à Ayua pour qu'il nous dise ce qu'on a fait comme travail concernant l'évaluation des performances. Merci. Merci, M. Janvier. Est-ce que sur cette première partie, il y a des questions, des points d'observation? Je pense qu'on a bien compris que vraiment il y a eu une méthode qui a été utilisée. On est parti d'un point où on avait un organigramme qui était concentré autour de la direction des opérations, avec, comme on a pu voir, 392 personnes qui étaient concentrées au niveau de cette direction des opérations, sans véritable possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser, sans profil de carrière, sans réelle possibilité donc de pouvoir s'exprimer convenablement. Donc on est passé de cet organigramme pyramidal, concentré et vraiment calibré autour des opérations à un organigramme, à une structure divisionnelle où on a donc un certain nombre d'avantages, on a de nouveaux profils qui s'ouvrent, on a de nouvelles activités qui se mettent en œuvre et surtout la relation entre le sommet et la base est beaucoup plus raccourcie. Puisque dans chaque division, dans chaque compartiment, vous avez un accès direct à votre manager, à votre chef, etc. Ça a eu un coût pour l'entreprise parce que il y a eu beaucoup de nominations qui ont été faites
on a le nombre d'assistants, d'abord le nombre de directeurs au niveau du comité qui a augmenté. Je pense qu'on est passé d'un comité de direction de 5-6 personnes à 15 personnes pratiquement. 14 élections. Voilà, 14 élections. Donc ça a augmenté le nombre au niveau du comité de direction. Au niveau des chefs et des assistants également, ça a augmenté. Ça a fait beaucoup de débats. D'ailleurs, ça a pris beaucoup de temps pour qu'on puisse finaliser cet organigramme. Mais notre ambition, c'était vraiment de donner des perspectives aux collaborateurs, vu que la convention aujourd'hui est sur une mission de 5 ans à 15 ans. Donc, le deuxième axe maintenant, c'est la performance. Et comment cette performance-là va être évaluée et comment elle va être récompensée. De façon à ce que celui qui mérite reçoit comme sanction, je ne dirais pas sanction, comme rémunération, comme reconnaissance de l'ensemble de l'organisation quelque chose. Celui qui est en deçà de la performance prend conscience de son état, de sa situation, prend conscience des efforts qu'il a à faire, des points sur lesquels il y a des efforts à faire, et bon, on l'amène progressivement à rentrer dans la dynamique et à pouvoir être beaucoup plus performant. Étant entendu que pour nous, on est performant parce que notre capital humain est performant, on atteint des résultats parce que nos collaborateurs, chaque agent arrive à apporter quelque chose. Donc, si vous avez des observations sur ce premier point, j'aimerais peut-être en 5-10 minutes qu'on échange là-dessus. Si vous n'avez pas d'observation, on passe directement à la présentation sur les aspects liés à la performance. Merci, monsieur le directeur général. Merci à tout le comité de direction. Effectivement, je me réjouis de ce que le travail que nous avons tous abattu et qui était resté longtemps au laboratoire vient de sortir enfin. Donc, je disais tantôt que lorsque nous avons suivi avec attention la présentation de monsieur le DRH, bon, excusez-moi, hein, l'autre nom là, c'est très compliqué. Donc, ok. Monsieur le directeur du capital humain, ok. On a pu faire un peu le tour de la situation, mais une question que nous avons bien posée par le passé lors des différentes séances de travail demeure. Est-ce à dire que dès la mise en place de cet organigramme avec les différents profils de carrière, toutes les personnes qui n'ont pas eu de promotion et vont se situer à un stade de départ pour partir avec une nouvelle évaluation comme les autres pour avoir aussi leurs différentes carrières évoluées, même si elles n'ont pas eu de promotion. Pour quelqu'un qui a un salaire de 450 000, s'il doit se situer dans la catégorie 8A ou 8B, est-ce que celui-là, même s'il est analyste, on va le mettre en 8B ou 8C pour qu'il profite de la même augmentation ou alors du même profit de carrière que les autres qui viennent d'avoir la promotion? Ça, c'est une question. Moi, je voudrais revenir sur la dernière présentation, la dernière feuille. Voilà, c'est le tableau des primes. C'est ça? Mais je ne vois pas agent. Ça commence par assistant. Je veux savoir pourquoi. Alors, Jonas, c'est pour cela que tu l'as rappelé, tu l'as si bien rappelé. Le travail qu'on a fait, l'arbre du temps là-bas nous a indiqué les différentes étapes que nous avons traversées. Et effectivement, cette question, vous l'avez posée lorsque nous étions en train de tenir la réunion relative à ce point-là. Et j'avais dit que l'entreprise est en train de se réorganiser. Cela ne veut pas dire que l'entreprise devait distribuer de l'argent. Ça, j'ai été très clair là-dessus. L'entreprise ne devait pas distribuer de l'argent, mais l'entreprise, en se réorganisant, allait, si cette réorganisation devait aboutir, disons, au remplacement des personnes dans d'autres catégories, allait prendre simplement des documents pour leur dire que désormais vous passez de là à là. Ça est dans le truc. Mais
ce n'est pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'entreprise a fini de se réorganiser. Et les personnes qui ont été nommées aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui commencent avec ce que nous sommes en train de faire. Qui commencent. Et on a bien dit que c'est sur la base du mérite qu'on va, disons, récompenser, comme le directeur général l'a dit tout à l'heure, qu'on va récompenser ceux des plus méritants. Mais les personnes qui ont été nommées aujourd'hui, avant, on n'avait pas cette catégorisation au niveau de la classification AM, cadre, choses, comme on appelle, tout ça, on n'avait pas bien classé. Mais aujourd'hui, avec le 8C, tu sais que tu es chef. On s'amusait comme cela. Lors de la rédaction des avenants que nous avons soumis à signature au directeur général, un 8B et un 8C, est-ce que leur salaire catégoriel, parce qu'il était, en regardant le niveau des salaires que les uns et les autres avaient quand on a mis les primes, est-ce que les 8B qui étaient là devaient passer automatiquement à la chose? Il s'agissait de regarder les salaires catégoriels, mais en regardant les salaires catégoriels, le 8B et le 8C avaient le même salaire catégoriel. Mais ce qui fait la différence, c'est nous-mêmes notre détermination qu'on a faite du niveau organisationnel. Voilà. Et donc, pour résumer ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là, nous n'avons pas réorganisé cette classification ou dire qu'on allait, disons, replacer les gens dans des positions où ces personnes-là devaient avoir soit une augmentation et autres. C'est écrit, on a dit qu'on le faisait et lorsque on allait mettre ça en application, ce sont les premières personnes qui allaient bénéficier du travail qu'on a fait, c'est celles qui devaient être nommées. Et c'est ce qui aboutit à ça. Voilà. Peut-être que à la longue, s'il y a d'autres nominations, choses qui viendront, ce sont ces nominations-là qui vont placer les gens dans les positions que nous avons déterminées ici. Pour revenir sur la diapo 10, je pense que c'est la diapo 10 qui peut nous permettre en plus de ce que tu as dit, qui peut nous permettre de bien répondre. Il y a eu 2 temps au niveau salarial. Il y a eu d'abord en 2016 l'harmonisation des salaires. Il ne faut pas l'oublier. Donc il y a eu une première approche d'harmonisation des salaires à l'époque qui a fait passer la masse salariale à peu près de 180 millions par mois à 230 millions à l'époque par mois. Cette première harmonisation salariale, où on se retrouvait avec des personnes qui étaient dans les mêmes postes, à faire les mêmes tâches, mais simplement parce qu'ils sont venus des anciennes structures ensemble et qu'ils se sont tous retrouvés. On a vu l'organigramme, 300 personnes, engouffrées aux opérations. Donc vous aviez des personnes avant, dans les anciennes structures qui étaient chefs d'agence, qui se sont retrouvés analystes, au même titre que les personnes qu'ils commandent. Donc il y a eu un premier travail d'abord pour essayer d'équilibrer un peu les choses, qui nous a coûté beaucoup d'argent. On est passé de 180 à 230. Ça a été la première étape. Donc, essayer de niveler un peu. Il y a ce deuxième travail de réorganisation, donc avec le nouvel organigramme, mais surtout ça, ce tableau-là qui est très important, qui dit maintenant que la grille salariale met en adéquation le profil de carrière et les niveaux de salaire que ce profil de carrière fait apparaître. Donc, il y a quoi? Il y a la notion de grade, la notion d'échelon et la notion d'indice. Ça, il faut qu'on puisse l'intégrer. Donc, je peux être 8C comme vous dites, mais dans 8C, il y a 3 grades. Ces 3 grades, en fonction des échelons et des indices, correspondent à 3
niveaux de rémunération différents. Donc, ce n'est pas parce que nous deux, on est 8C, qu'on a le même niveau de rémunération. Et ça, qu'est-ce qu'on a voulu? On vous a écouté au niveau du comité RH, parce qu'à l'époque, la plainte, c'était que nous sommes anciens, il y a de nouvelles personnes qui rentrent et qui se retrouvent souvent au même niveau de rémunération que nous, sinon plus. Donc, c'est ce problème qu'on a cherché à résoudre avec cette grille-là, qui n'a pas été simple à stabiliser. Je sais que ça a pris beaucoup de temps et des discussions de va-et-vient. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le discours qu'il faut pouvoir dire à nos collaborateurs, à nos amis, c'est que le plus important, c'est que vous avez une catégorie aujourd'hui, vous avez cette catégorie, vous avez un grade, vous avez un échelon, et à ça correspond un niveau de rémunération. Starting block. Tout le monde est dans un starting block maintenant pour avancer. Ça, c'est important à dire. Et je pense qu'il faut pouvoir relayer ça. Et c'était une demande que vous aviez à l'époque posée pour que l'ancienneté puisse faire l'objet quand même d'une certaine reconnaissance. Donc, je pense que ça répond à la question. Je me permets d'aller sur la deuxième question, de dire, au niveau des agents, est-ce qu'ils ne sont pas laissés pour compte? Non, c'est ça, il faut dire les choses. Plus notre ami, les agents, est-ce qu'ils ne sont pas... Non, les agents ne sont pas laissés pour compte. On est dans une approche par étapes, par strates. Et surtout, on ne veut pas prendre des décisions sur lesquelles on va revenir. C'est pour ça qu'il faut aller par strates. Aujourd'hui, vous voyez que allez-y aux primes, au tableau à la fin, là, à l'avant-dernier, mais vous n'avez pas relevé directeur, manager et autres comités de direction. Montant des prix, on a mis quoi? Monsieur qui a posé la question. Directeur, manager, autres comités de direction, montant des primes, on a mis quoi? Il y a un principe d'évaluation. Et par rapport à cette évaluation, dans un ensemble, tout à l'heure, ils vont pouvoir nous dire comment ils ont travaillé avec une approche même scientifique, claire, transparente. Si toi, Doucouré, tu as mérité et sur la base des critères, tu as obtenu une telle note, tu as droit de façon transparente et indiscutable à avoir tes 250 000. Celui qui n'est pas venu à l'heure, qui a passé le temps à travailler les démarcheurs, à faire ceci, à faire cela, à mettre l'argent à gauche, à mettre l'argent à droite, tout ça on observe et puis il est évalué. À la fin, il se retrouve en deçà de la note, mais toi, tu as un droit de recevoir cette rémunération et l'autre n'est pas en droit de pouvoir la recevoir. Donc, on y va de façon évolutive. On a exclu le comité de direction, excusez-moi, comme on a exclu le comité de direction au moment où on a fait le nivellement des salaires en 2016. Quand on a fait le nivellement des salaires en 2016, on avait exclu le comité de direction. Aucun directeur n'avait eu, parce que notre objectif, c'était de régler une injustice. Il y avait une injustice. Comment deux personnes qui sont au même poste, il y en avait qui étaient à 200 000, 300 000, pendant que d'autres étaient à 600 000 pour des postes d'analystes. Donc, on a trouvé le juste équilibre pour au moins partir sur une base. Donc, pour répondre concrètement, non, les agents ne sont pas oubliés. On est dans une approche évolutive. On espère que le travail que Oscar a fait, que le travail que M. Awia a fait en tant que consultant, on pourra le déployer, avoir des critères objectifs indiscutables d'évaluation. On met ça en œuvre, ils vont nous dire tout à l'heure, sur les 6 prochains mois, on voit ce que ça donne, on commence à payer les premières primes, les gens voient que ça fonctionne, et puis après on voit comment on peut l'étendre. Mais aujourd'hui, les directeurs,
et les managers ne sont pas dans une logique où le directeur général ou le conseil d'administration éventuellement, ou le directeur général va les mettre dans le cadre d'un contrat bon, pas de contrat de performance, mais d'évaluation, etc., etc., ils n'ont pas droit à des primes. C'est vrai qu'ils ont des avantages liés au fait qu'ils sont au comité de direction, mais ils ne sont pas dans le système de primes et de récompenses liées aux primes. Voilà ce que je voulais dire pour résumer un peu et puis répondre à vos questions. Ok, donc on va passer directement au contenu de l'évaluation de performance de l'année 2022. Et je pense que les DG et M. Jambier ont donné déjà suffisamment le contexte. Cependant, ne t'inquiète, je peux le faire depuis ici. Cependant, j'ai voulu vite montrer que nous avons aussi utilisé plusieurs formats d'évaluation de performance depuis la création de l'entreprise. Et les premières années, on faisait des évaluations à la direction des opérations. Parfois, on faisait les opérations de chef de service et parfois les employés en général des opérations. À ce moment-là, c'était supporté d'opérations qui faisait l'évaluation. Même les évaluations parfois n'étaient même pas traduites. Donc, il y avait un suivi des résultats d'évaluation de performance. Et dans l'année 2018, on a utilisé une plateforme appelée Things pour effectuer une évaluation annuelle de performance. Là, on a évalué à tous les employés de l'entreprise. Et c'était le chef direct qui effectuait l'évaluation et puis c'était le chef 1+2 qui faisait la validation de l'évaluation de performance. On a eu quelques bons résultats. On a donné des lettres à chaque employé pour lui faire connaître les résultats de l'évaluation de performance, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu un suivi non plus après les résultats de l'évaluation. On a fait dans l'année 2019 une évaluation de connaissances à la direction des opérations, encore une fois, tous les niveaux, et aussi à la direction administrative et financière. On a présenté ces résultats dans le séminaire de CARPI et même on a donné la possibilité à chaque employé qui a fait l'évaluation d'aller à la plateforme de Kipux Afrique, de Kipux Academy pour connaître quels sont les résultats. Mais bon, encore une fois, bon, on a établi un rang de connaissances, mais l'année suivante, on a laissé cette évaluation de connaissances. Et pour l'année 2019, 2020 et 2021, et là, on a mis en place les KPI par agence, et ça, c'est un instrument, c'est un outil qui sera vraiment très nécessaire, qui va nous aider au nouveau modèle d'évaluation de performance. Le directeur d'audit et contrôle le sait déjà. On va inclure ces éléments de KPI dans notre évaluation de performance de l'année 2022. Donc, après, pour l'année 2021, on a mis en place, on a commencé la construction des nouveaux modèles d'évaluation de performance de l'année 2022. Bon, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire évaluer la performance? Qu'est-ce que ça veut dire la performance? La performance, c'est la capacité à répondre, à satisfaire les attentes définies par sa hiérarchie dans le but de réussir la mission attribuée au poste qu'il occupe. Donc, un employé a une mission qui a été déléguée par son supérieur ou bien par l'entreprise. Donc, la performance, c'est la réponse de l'employé aux attentes qui ont été données dans la mission. C'est quoi évaluer la performance? Déjà, l'objectif d'évaluer la performance, bon, il y a un objectif vraiment d'efficacité, c'est augmenter la performance individuelle et organisationnelle. Il est vrai que l'entreprise a besoin d'améliorer l'efficacité de ses collaborateurs, mais le DG lui a dit, si un employé a un bon résultat de performance, c'est l'entreprise qui aura une bonne performance en général.
Et bon, il faut dire aussi que l'utilisation actuelle des méthodes de performance, notre consultante qui a travaillé à MTN et Orange pendant des années pour confirmer, les méthodes actuelles de gestion de la performance ont gagné en importance et la rémunération comprend désormais des éléments liés à la performance. Pourtant, et ça c'est important de le dire, il est devenu nécessaire de disposer d'une définition quantifiable. Je dis qu'une personne est bonne ou n'est pas bonne parce que j'ai des données réelles pour dire qu'il est bon ou n'est pas bon. Donc, il est nécessaire de disposer d'une définition quantifiable autant que possible de la performance. Il est vrai, pour évaluer la performance, il y a des contraintes. Dans les faits, la performance et la réalisation des objectifs dépendent presque d'un grand nombre de facteurs tels que la culture et la structure de l'organisation déjà. Et ça, c'est un élément qui interfère à la performance de l'employé. Et puis, bien évidemment, les ressources disponibles que l'employé a et les conditions de travail. Il faut reconnaître qu'il y a partout, ce n'est pas en réalité d'une entreprise spécifique, il y a partout ce type de contraintes liées aux ressources, aux conditions de travail ou bien la culture de l'organisation qui affectent aussi la performance de l'employé. Maintenant, on voudra parler du nouveau modèle d'évaluation de performance 2022. Cette évaluation de performance est vraiment une évaluation de performance qui a mis du temps parce qu'on n'est pas en train d'utiliser un modèle standardisé d'évaluation. Même on a eu la participation d'un consultant qui est M. Aoua. C'est vraiment la participation de M. Aoua qui a nous aidé à la mise en place de cette évaluation qui est une évaluation actualisée. Donc, un peu la ligne de temps, la construction du nouveau modèle a commencé en juin 2021, l'année passée. On a fait la création d'une équipe projet composée par la directrice de qualité et risque qui était importante, composée par le directeur d'audit et contrôle, composée par le responsable risque, composée par M. Jambier, le directeur de capital humain, et puis notre consultante. Après, on a commencé à regarder quels sont les processus qui existent à l'intérieur de chaque direction. Et ce travail n'a pas été un travail assez facile parce qu'on ne parle pas de directions qui existent depuis 6 années, qui ont déjà des processus standardisés, déjà établis, connus, communiqués, etc. Mais c'était des directions ou divisions qui venaient d'être créées. Donc, c'était un travail même qui a profité de la direction de qualité et risque pour établir les processus qu'il fallait établir pour les nouvelles directions. Donc, on a commencé à connaître quels sont les processus qui existent dans les anciennes directions et nouvelles directions, et à partir de là, on s'est demandé quels puissent être les indicateurs qui permettent d'évaluer les processus que nous commençons à établir. Quel est l'indicateur qui me permet d'évaluer ce processus? Donc, ça a été la deuxième partie de notre évaluation, les étapes de notre évaluation de performance, et vous allez voir comment on a utilisé dans la grille d'évaluation individuelle ces différentes étapes. Après, comme j'ai dit, on a fait la construction des indicateurs qui mesurent les processus identifiés. On a fait même un séminaire de performance où on a invité plusieurs directeurs et responsables. Ensuite, on a fait la construction des tableaux de bord prospectifs par direction. On a fait la construction des grilles d'évaluation et je dirais qu'on est là actuellement. Je pense que les 80% des personnes qui sont là ont participé à une réunion avec M. Aoua où on essaye d'échanger par rapport à la construction d'évaluation de performance. Et là, vous pouvez voir que ce n'est pas une évaluation qui est fermée, qu'on est en train de vous donner pour que vous répondez. C'est une évaluation qui a été construite avec la participation de tous, surtout des directeurs et les responsables qui sont vraiment chargés de diriger chaque direction. Bon, après, on va finir en mars avec les échanges et accords sur les objectifs.
on va envoyer, on se met le bout le 15 avril, on va envoyer les évaluations de performance à chaque employé pour qu'ils connaissent les évaluations de performance. Il faut dire que l'évaluation de performance est la même par poste. Cependant, il faut dire qu'il y a presque 80 postes à l'entreprise actuellement. Et la totalité des postes qui font tous les nouveaux organigrammes pour arriver jusqu'à 200 postes différents. Donc, c'est vraiment un travail d'analyse de qu'est-ce qu'on va mettre dans chaque évaluation de performance qu'on est en train d'effectuer. Bon, on profite pour dire aussi qu'il y a encore des postes à remplir et que ces évaluations vont à pouvoir, c'est ça. Le 30 juin, on espère effectuer la première évaluation qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours, où on va voir comment les choses ont marché. Là, on peut dire qu'on peut faire des ajustements. Et à la fin de décembre, on va faire l'évaluation définitive de chaque employé. Donc, voici, et j'espère que ça ne va pas faire peur avec la première impression, voici le nouveau format d'évaluation de performance. Et chaque personne va recevoir ce format d'évaluation de performance. Quelqu'un le connaît déjà. Et je voudrais attirer l'attention sur 4 éléments que j'ai listés ici. Ce qui concerne les indicateurs, ce qui concerne les critères de notation, ce qui concerne les axes, et puis ce qui concerne les poids et la notation finale. Bon, l'évaluation a bien évidemment dans la première partie le nom de la personne qui est évaluée, le poste, qui est la personne qui évalue, et puis la mission du poste. Vous allez voir que chaque personne aura ici un objectif pour chacun des indicateurs. Aura un indicateur et un objectif pour l'année 2022. Donc, on va écrire, par exemple, on va mettre l'exemple de M. Janvier comme directeur de capital humain. M. Janvier a un sous-processus qui s'appelle École Kipux. Il aura un indicateur de performance par rapport à ce sous-processus qui est taux d'avancement du projet. Et l'objectif pour l'année 2022, bon, ce n'est pas la totalité de l'année 2022. Pour le 30 juin 2022, M. Janvier doit avancer les 50% du projet. Donc, c'est un objectif clé où il sera mesuré. Le DG va prendre l'évaluation, va voir l'évaluation qu'on va faire à mi-parcours, si M. Janvier est avancé au 50% du projet ou pas, parce que c'est ça un des lignes où il sera évalué. Donc, il faut dire que chaque niveau organisationnel et chaque poste a des objectifs différenciés. Bien évidemment qu'il y aura une ligne par rapport aux opérateurs dans les SGI liés à l'absentéisme, par exemple. Une chose que l'on ne va pas mettre pour les directeurs de capital humain, sauf si le DG considère que ça sera un élément clé à évaluer ou pas. Mais chaque poste, chaque niveau organisationnel a des éléments différenciés à évaluer. Vous allez voir que nous avons divisé les différents éléments, lignes d'évaluation dans 5 axes différents. Donc, un axe s'appelle financier, autre axe s'appelle client, autre axe s'appelle efficacité, autre axe s'appelle apprentissage et autre axe s'appelle valeur. Donc, chaque élément, chaque indicateur, on essaye de les mettre dans un axe différent. Et chaque axe qu'on a mis a une importance réelle. Par rapport aux axes financiers, on parle directement des revenus, des chiffres d'affaires, des contrôles de budget, des éléments liés à la gestion de l'argent ou à la gestion financière de l'entreprise. Il faut dire que les managers de division pour l'axe financier ont forcément une ligne d'évaluation, un objectif d'évaluation lié aux revenus.
La manager SGI, en prenant compte l'évaluation budgétaire, etc., que l'audit et contrôle a fait, a un indicateur de performance lié au revenu. Le manager CGIM aussi aura un indicateur de performance lié au revenu et un objectif pour cette année lié au revenu, et pareil pour les managers CGI Park. Et pas seulement les managers qui auront des éléments financiers évalués. Aussi, les directeurs auront des éléments financiers à évaluer. Et on a déjà effectué des échanges par rapport à eux. La direction de technique et maintenance a aussi un budget prévu qu'il doit respecter, qu'il ne doit pas dépasser. Et peut-être que s'il va le dépasser, il faut que dans l'évaluation, dans les échanges avec les directeurs, il y ait des justifications pour savoir pourquoi il l'a dépassé. Donc, cet élément financier est lié au revenu. Et probablement, on va mettre cet élément financier lié au revenu aussi dans le niveau des opérateurs CSGI. Au minimum, la quantité de formalités que chaque opérateur devra effectuer en moyenne par jour ou par mois. Et bon, client, ça sera des éléments liés à la relation avec les clients internes ou clients externes. Ici, au niveau des directeurs, on a mis les projets que nous avons pour cette année. Le CGI Park, par exemple, c'est l'avancement pour les terrains de la fourrière, etc. Efficacité, procédure, là, on va mettre des éléments liés au risque. Les directeurs et les responsables seront évalués par rapport aux résultats de l'évaluation des risques. La notation, finalement, est résumée de 0 à 4. C'est un peu pareil à la notation qu'on avait utilisée avant. 0, c'est quand la personne n'arrive pas, ou bien l'objectif convenu n'a pas été atteint, mais vraiment, la performance est moins de 50% de ce qu'on attendait. 1, c'est partiellement atteint, beaucoup plus attendu. Ça veut dire que la personne est arrivée à faire 70%. Ça sera à peu près la mesure. Les 2, cette fois-ci, c'est l'objectif atteint. La personne a effectué le travail. Les 3, c'est résultats au-dessous des attentes. Et les 4, ce sont des résultats largement au-dessous des attentes. Ce sont des performances extraordinaires. Donc, seulement pour finir, je voudrais mentionner quelques avantages de ce nouveau modèle d'évaluation de performance. Les critères sont observables par l'évaluateur. On est en train d'évaluer des éléments concrets et réels de la performance de l'évalué. Critères sur lesquels les collaborateurs puissent exercer une influence. Critères qui sont importants dans le cadre de la tâche à accomplir. Critères qui puissent être expliqués et justifiés dans le cadre d'un feedback afin d'éviter toute démotivation. La possibilité de mettre correctement en évidence les relations de cause à effet, c'est-à-dire la possibilité d'expliquer les résultats d'une performance donnée et de les attribuer à leur cause véritable. Et puis, l'évaluation de la performance ne devrait pas créer de mauvaises surprises chez les collaborateurs. Normalement, la personne évaluée aura une idée de façon anticipée du résultat de son évaluation, car les critères ont été exposés et il y a eu un suivi pendant de la période évaluée. Bon, chacun qui connaît déjà ses objectifs, chacun qui connaît déjà qu'il doit arriver à un tel pourcentage dans cette période, dans une période spécifique, bon, il sait que s'il n'est pas arrivé, l'évaluation de performance ne sera pas bonne, ou bien s'il est arrivé, la performance sera bonne. Pour toutes ces personnes qui ont vraiment des absences injustifiées, ou toutes ces personnes qui vraiment ont des justifications toujours pour ne pas arriver aux attentes, c'est clair que l'évaluation aura des notations de 2 ou bien de 1 surtout.
Et donc, c'est pour dire que c'est une évaluation avec des critères réels. Et il faut dire que nous sommes dans un état où il faut avancer vite parce que par rapport au directeur, on a finalisé déjà la livraison des évaluations de performance. Le seul directeur qui nous manque, c'est le directeur des systèmes d'information. Au niveau des responsables, on a fait déjà une réunion de la grille d'évaluation avec 12 responsables. Il nous reste 14 responsables. Avec le niveau chef, on a fait seulement pour 4 chefs, niveau chef, surtout dans les SGI avec les chefs pool A, B, C, D. C'est là où on a fait déjà les échanges et on a partagé l'évaluation de performance. Mais il nous reste encore 43 chefs où on n'a pas encore finalisé l'évaluation et on n'a pas encore aussi travaillé par rapport aux évaluations des assistants, opérateurs et agents. Mais là, il faut dire que ce travail, on ne peut pas le faire, et vous savez vous pourquoi, on ne peut pas le faire seulement M. Aoua et moi, et on va s'asseoir et on va dire, bon, le directeur au centre d'assistance technique, je vais l'évaluer l'absentéisme. Non, c'est un travail qu'il faut faire ensemble parce que c'est chaque directeur qui maîtrise vraiment son département. Et c'est là où il faut organiser des réunions et j'espère qu'on pourra avoir vraiment votre disponibilité. Vous voyez l'importance de la mise en place de l'évaluation. On espère faire la première évaluation, comme on a dit dans la ligne de temps, le 30 juin. Donc, il faut qu'on finalise vers le 15 avril, bon, peut-être à la fin d'avril, la totalité des évaluations de performance. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, peut-être qu'il faut faire un travail au niveau des différents organigrammes pour que la direction du capital humain puisse informer les différents collaborateurs des postes qui restent à pourvoir encore. Parce que 50 postes de chef, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a des efforts qui ont été faits. Assistant, 80 postes. Donc, de façon globale, sur cet échantillonnage-là, déjà, on se rend compte qu'effectivement, la réorganisation permet d'ouvrir vraiment des opportunités pour les équipes. Ça veut dire quoi? On grandit, on passe d'une activité à 3 activités. Et comme nous avons dit à l'État dans les négociations, on pense qu'avec l'élargissement du périmètre de la convention, on va permettre effectivement à nos collaborateurs d'avoir de nouvelles perspectives et de sortir de ce blocage mécanique qu'il y avait où effectivement des gens étaient bloqués aux opérations et étaient voués vraiment à rester aux opérations toute leur vie à Kipux. Donc voilà un peu les objectifs et je pense que les présentations ont été assez claires. C'est un travail scientifique, structuré, participatif et vraiment je voudrais que l'ensemble du comité RH puisse s'impliquer pour que ce qui reste à faire puisse se faire dans de meilleures conditions, qu'on puisse tenir les délais pour qu'au plus tard, au 15 avril, moi je ne faut même pas pousser, il faut se donner les moyens pour qu'au plus tard, le 15 avril, on puisse effectivement boucler et envoyer les évaluations à l'ensemble des personnes concernées. Parce que tant qu'on n'engage pas ça, la partie concernant la base, concernant les opérateurs et les agents, on ne pourra pas véritablement l'ouvrir. Donc, il faut aller rapidement, lancer cette partie-là, déjà, diffuser. Je compte sur la communication, je compte sur Kipux Academy, et puis commencer à mettre en œuvre. Déjà, donc, faire une évaluation à mi-parcours au mois de juin, et puis voir ce que ça donne, prendre les observations des uns et des autres pour que, effectivement, si on peut être prêt avant décembre, c'est bon. Moi, je pense que si on peut être prêt avant décembre, ce serait un bon signal. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait faire passer comme message.
pour dire que pour nous, notre principale richesse, on l'a toujours dit, c'est notre capital humain. Ça a toujours été notre force. En même temps, il y a des points de faiblesse qu'il faut pouvoir régler. La seule façon de pouvoir mettre en équilibre ces forces et ces faiblesses-là, c'est d'avoir des critères d'évaluation acceptés de tous, transparents, sans contestation et qui permettent effectivement aux plus méritants d'avoir la reconnaissance de l'entreprise, aux moins méritants de savoir pourquoi ils sont moins méritants, quels sont les efforts qu'ils ont à faire et comment on peut les accompagner à s'améliorer. Donc, s'il y a des observations, des questions, je pense qu'on va prendre 2 ou 3 questions et puis clore la réunion. On a débordé au niveau du timing. Mais bon, je pense que ça valait la peine. Parce que moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de... Merci. S'il y a des questions, des observations. S'il n'y a pas d'observation, je pense qu'on va lever la séance du présent comité RH en demandant à l'ensemble des parties prenantes, c'est vraiment l'idée du comité, de pouvoir se faire vraiment les ambassadeurs de tout ce travail-là qui est en train d'être fait. J'insiste, il faut relayer au niveau des équipes les opportunités qui restent à combler en termes de poste de chef, en termes de poste d'assistant, et puis permettre donc à des personnes qui veulent postuler ou qui se sentent en capacité d'occuper ces postes-là de pouvoir y accéder. Parce que ça va être la seule voie pour éventuellement avoir des changements catégoriels ou avoir des changements au niveau des conditions. Donc, je vais conclure avec une anecdote. Il y a une collaboratrice qui est venue me trouver pour dire, bon, j'ai 2 diplômes. J'ai un diplôme de DSS, j'ai un diplôme en audit, etc. Aujourd'hui, je suis chef. Donc, quand je suis venu de l'ancienne structure, j'étais à 700 000. Donc, aujourd'hui, je pense que je mérite 1 million. J'ai dit, mais je suis d'accord avec vous. Mais on s'est mis dans des conditions de telle sorte que le DG, bien qu'il soit DG, ce n'est pas parce qu'il aime votre tête qu'il va vous faire passer de 700 000 à 1 million. Mais les nouveaux critères, c'est de dire, je suis aujourd'hui chef, donc ça veut dire que je corresponds à une catégorie, à un grade, à un échelon. Donc, pour moi, je considère que les diplômes que j'ai, la formation que j'ai, que le background que j'ai, font que moi, je mérite d'être responsable. Donc, vous voyez, ça pour nous, la logique est différente. Donc, ce n'est plus de façon arbitraire parce que j'aime la tête de... Non, pas Doucouré, l'autre son voisin. De Jonas, et que je n'aime pas la tête de Doucouré. que je vais favoriser Jonas et je vais brimer Doucouré. Non. Jonas, aujourd'hui, a une position, il a une catégorie, il a un grade, il a un salaire qui correspond. Doucouré a un poste, il a un grade, il a un échelon qui correspond. Demain, on rentre dans des critères d'évaluation. S'il y a des personnes qui doivent passer au grade supérieur ou au poste supérieur, ça va être entre les deux celui qui est le plus méritant. Et ça sera fait de façon transparente. Voilà. Donc, voilà un peu notre objectif et je pense que c'est un objectif de justice, un objectif de transparence et qui va nous permettre donc de récompenser les plus méritants. Donc, je vous remercie pour votre attention en vous demandant encore vraiment de vous engager pour qu'on puisse mettre ça en œuvre, qu'on puisse le dérouler dans les plus brefs délais. Merci beaucoup.